on critique suffisamment Emmanuel Macron pour souligner la réussite de Notre-Dame. Parce que Notre-Dame, c'est lui. C'est-à-dire qu'il a sorti Notre-Dame de l'administration française, du ministère de la Culture. Il a pris Notre-Dame dans l'aile Madame, la fameuse aile Madame. Il a nommé Monsieur Georgelin et il a suivi, sans doute quotidiennement, mais en tout cas, il a accompagné ça. Et ce que je trouve intéressant dans Notre-Dame, c'est que je le mets en parallèle avec les Jeux Olympiques, qui sont les deux réussites des dernières années. Les Jeux Olympiques, c'est Tony Estanguet. On sort pareil des normes, de l'administration, de tout ce qui embrouille parfois, ou en tout cas est souvent un obstacle à la réussite. Et de la même manière, il y a eu des lois d'exception pour Notre-Dame. Oui. D'accord. Oui. Juillet 2019. Oui, donc, et alors, effectivement, le reproche qu'on peut faire à Emmanuel Macron, qui est en place depuis 2017, c'est de ne pas avoir mis le pied dans la fourmilière et de ne pas avoir fait un gigantesque chantier de Notre-Dame de la France. Oui, c'est ça. Ben oui. C'est ça qu'on peut lui reprocher. Puisque ça marche. Mais après, loi d'exception, etc. Alors, je voulais qu'on voit, le président de la République a mis un tweet il y a quelques instants, avec Notre-Dame précisément. Et avant ça, j'ai une question toute simple à vous poser, monsieur Dickès, qui est donc l'historien de Notre-Dame. Est-ce que Notre-Dame sera plus belle qu'avant l'incendie ? Notre-Dame sera 100 fois plus belle et je pense qu'on la verra comme... non pas les origines, parce qu'à l'origine, il y avait des éléments manquants et Notre-Dame est une construction sur plus d'un siècle, donc c'est absolument considérable. Il y a eu des ajouts, tout le monde connaît le moment Viollet-le-Duc, mais la blancheur de Notre-Dame sera absolument magnifique, même si on sait que les piliers, beaucoup d'éléments étaient peints, recouverts de couleurs, et ces couleurs, malheureusement, nous ne pouvons pas les avoir. Mais elle sera complètement immaculée, elle a été complètement refaite. Elle sera plus belle. Moi, le dernier souvenir que j'ai de Notre-Dame, c'est un espace assez sombre où on voyait assez peu. Là, ça sera d'une blancheur absolument incroyable. C'est ça qui est quand même assez paradoxal. Et tout ça en 5 ans. Je vous propose de voir le clip qu'a mis le président de la République. Et le grand paradoxe, c'est que dans 100 ans, lorsqu'on aura oublié la dissolution, les petites phrases et toute l'écume, que restera-t-il peut-être d'Emmanuel Macron ? C'est qu'il aura reconstruit Notre-Dame. C'est-à-dire que dans les manuels scolaires, il y aura peut-être une ligne, Emmanuel Macron, il a reconstruit Notre-Dame. C'est ça qui est drôle quand même. Et c'est la seule chose qu'il n'avait pas imaginée, c'est-à-dire que la cathédrale brûle. Bon. Et il l'a reconstruite. Bon. Voyons le clip. Un vrai paradoxe, parce que nos arrière-petits-enfants diront « C'est Emmanuel Macron, formidable !» Et alors nous, on aura souffert parfois et on se dira « Vous l'avez pas connu, c'était pas facile. »« Ah oui, mais il a refait Notre-Dame !» Bon, d'accord. Mais ce qui est beau, Pascal, Rachel Kahn. Ce qui est beau, c'est la philosophie de la réparation, de la reconstruction. C'est-à-dire que là, dans ce clip, on voit aussi les échafauds, etc. La reconstruction prend du temps et on gardera la trace de la reconstruction et de la réparation. Et l'altercation, on va en parler évidemment tout à l'heure avec vous, mais cette altercation, c'est vous qui avez été tous les deux... Vous êtes battus déjà à l'Assemblée nationale ? Non, mais moi je pense que vu l'heure à laquelle ça s'est produit... 22h30 Oui, je me demande si... on ne devrait pas interdire l'alcool à la buvette, parce que j'ai connu des nuits agitées à l'Assemblée nationale. C'est pas de la nuit, il est 22h30, c'est pas 3h du matin. C'est après dîner, et je suis sûr qu'il y a de l'alcool derrière. J'en suis sûr. Non, mais on ne peut pas dire j'en suis sûr. Ou vous avez, pardonnez-moi. Non, j'ai pas d'informations. Parce que vous êtes en train de dire que M. Turquois, il lève le coude. Je le connais pas. Donc, je ne connais ni l'un ni l'autre. Il boit que de l'eau. Je soupçonne qu'il y ait de l'alcool. Oui, mais on ne peut pas soupçonner. Il a un peu le sang chaud quand même. C'est pas la première fois. Il a un peu le sang chaud. C'est pas la première fois qu'il y a des telles interpellations. C'était déjà le cas. Ça s'est déjà passé il y a plusieurs mois lors de la nomination des différents postes stratégiques à l'Assemblée nationale, où il y a eu une altercation entre ce député déjà et d'autres députés du Rassemblement national. Et il y a 4 ans, il me semble, durant la réforme des retraites, là encore, il avait pris à partie plusieurs députés. C'est sûr qu'il n'a pas l'air bien fin, cet homme-là. C'est pas tout à fait une première. Moi, je me souviens d'Henri Emmanuelli, que les huissiers avaient empêché d'avancer, de descendre dans l'hémicycle pour régler des comptes.
Mais de toute manière, alcool ou pas alcool, c'est une image déplorable. On est d'accord. Georges Fenech, je suis d'accord. Alors on va la voir, cette image, parce que, écoutez, et Marc Fesneau, qui... Mais pourtant, c'est pas un grand gabarit. Mais en même temps, bon, on va pas être hypocrite dans les rédactions. Alors on se bat plus aujourd'hui dans les rédactions. On ne se bat plus. Et on se bat plus dans les entreprises, je pense. Non. Mais il y a 25 ans, pas l'envie moi, quand je suis entré à TF1 en 88-89, j'ai vu des gens se battre dans les rédactions. Ah, il y a 25 ans, oui. Ah oui, bien sûr. J'ai même vu quelqu'un que vous connaissez bien les séparer. Mais bon, je ne citerai pas de nom. Arrêtez. Mais il y avait de l'alcool aussi dans les rédactions. Ah, il y avait plus que de l'alcool, puisque je pense que les gens buvaient plus de vin que d'eau à l'époque. Donc, je vous propose de voir en tout cas cette altercation de 22h30. J'ai l'impression d'être dans un vestiaire, dans les couloirs d'un vestiaire, entre deux équipes qui rentrent et qui se battent. Eugénie Bastier. Non, moi je suis partagée parce qu'à la fois, je pense que, si vous voulez, ça a quand même toujours existé, un peu la violence à l'Assemblée. Là, je suis en train de regarder une série sur l'Italie des années 90 qui s'appelle 1992-1993, sur au moment de l'opération Manipulité les mains propres. Et on voit les députés s'écharper au Parlement italien et se battre physiquement dans les périodes de tension politique. Le Parlement, il est à l'image de la société. La société est très polarisée. Donc c'est pas les députés. Les députés sont pas hors sol. Ils sont pas violents parce qu'ils sont députés. Ils sont violents parce qu'il y a une violence à l'intérieur des débats à l'intérieur de la société. Il y a une polarisation très forte du pays entre trois blocs irréconciliables. Et c'est cette tension politique, cette fracturation du pays, elle se ressent à l'Assemblée. Et je suis pas sûre qu'il faille en faire des tonnes là-dessus parce que c'est à l'image du pays. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le fond, c'est-à-dire le blocage de fond de notre Assemblée, le fait que comme il y a des intérêts catégoriels, chacun a son électorat et que personne n'est prêt à la moindre concession, on a un pays qui est bloqué et irréformable. Bon, est-ce que vous voulez voir la petite image de Géorgie, qui était peut-être un peu plus violente, et elle nous avait amusé parce qu'on se disait, voilà, ça n'arrivera pas en France. Regardez. Bon, c'est vrai que ça fait un peu sourire. Mais alors avant, parce qu'hier c'était la journée... C'était la niche parlementaire de la France Insoumise. Bon, et il y a eu, avant ça, il y a eu monsieur Bernalicis. D'abord, je vous montre juste les tracts de la France Insoumise. Votre député Prisca Thévenot a volé 2 ans de votre vie. Le 28 novembre, Prisca Thévenot a fait obstruction à l'Assemblée nationale pour empêcher l'abrogation de la retraite à 64 ans. Est-ce qu'on l'a, cette tract? Pourquoi on ne l'a pas Non, mais hier, c'était très violent. C'est-à-dire que la niche parlementaire, c'est des députés de chaque groupe d'opposition qui peuvent... d'opposition ou bien de la majorité certes plus relative aujourd'hui, qui peuvent déposer un certain nombre de propositions de loi qui sont débattues durant une journée. LFI cible des députés, ce qui est quand même inadmissible, et vous l'avez peut-être vu, parce qu'on l'a montré hier, ce tract de LFI, et vous allez le voir dans une seconde. Voilà, ça c'est quand même des choses qui ne sont pas... Mais LFI cible cible des députés et cible aussi des citoyens. Oui, mais c'est lamentable, franchement. Ça, c'est des tracts qui sont distribués, et il y a même certains députés qui ont fait des listes, qui ont diffusé des listes avec le nom des députés qui ont participé justement à cette réforme des retraites. Je suis désolée, moi je trouve pas ça si choquant que ça. C'est la démocratie. On fait vous savez, aux États-Unis, quand il y a des débats, on donne les numéros des parlementaires dans l'espace public et ils sont appelés toute la journée par des électeurs pas contents. C'est le principe. Normalement, quand on vote une loi, on est responsable devant les électeurs. Qu'on l'affiche, que les autres les affichent, ça me paraît pas. On n'affiche pas leur adresse personnelle. Non, mais votre argument s'entend. Ou l'école où sont scolarisés leurs enfants. On affiche leur vote. Il est public. Non, mais le problème, c'est l'intention qui est derrière. Florian Tardif. L'intention, c'est que les électeurs soient mis au courant de ce qu'ils votent. Moi, ça ne me choque pas. C'est la démocratie. Les votes de scrutin public, je ne sais pas comment on les appelle, sont publiés au journal officiel. Voilà, il n'y a pas besoin de faire la promotion. Qui a voté quoi à partir du moment où... Et donc, il n'y a rien d'illégal dans ce que fait la France Insoumise. Pourquoi ? Vous connaissez quelqu'un qui lit le journal officiel ? Non, mais franchement, quand je parle de déconnexion... Non, mais je vous assure, quand
je parle de déconnexion des uns et des autres. Vous connaissez un type qui lit le journal officiel? Non, mais vous êtes... Parfois, mais vous êtes dans votre monde, mais pas que vous, tous. Non, mais vous dites, ah ben non, c'est au journal officiel. Mais personne ne lit le journal officiel. À 3h du matin. C'est pas un secret d'État. Mais je vous dis pas ça. Je vous dis que personne ne le lit. Le scrutin public, c'est fait pour ça, pour savoir comment a voté tel député. Voilà. Alors après, si vous lisez pas le journal officiel, c'est votre affaire. Moi, je le lis. Hein. tous les matins devant son tasse de café. Non, mais la plupart des gens, pardon, ne le lisent pas. Marc Fesneau. Marc Fesneau, parce que donc il y a eu, vous avez vu ce qui s'est passé, c'était pour ça la tension. Je voulais vous la montrer avec cette image. Mais M. Fesneau a répondu à M. Léaumont parce que le dénommé, comment il s'appelle, Nicolas Turquois, est venu après. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que M. Léaumont, qui est de la France Insoumise, qui est quand même à l'origine de la bordélisation de l'Assemblée nationale, bah c'est lui qui a le beau rôle maintenant. Et vous allez le voir, ce M. Léaumont, physiquement, il est en costume 3 pièces. Il est intervenu, c'est lui qui donne... la sagesse. Je vous assure, c'est très paradoxal. Parce que ça, on a parlé de la politique de la cravate. Là, on est sur la politique du costume 3 pièces. Donc on est en 1900. Il a toujours été comme ça. Hein. Avec un costume 3 pièces? Ah oui, Antoine c'est pas mal, les coup, costumes 3 pièces. Mais bon, il y a ça un côté un peu pharmacien de Guingamp qui est intéressant. Non, c'est le conseil mode. Ou notaire. Faites attention parce que le président de la République en met aussi. Oui, ou notaire, mais moi j'en mets de temps en temps aussi. Mais il y a un côté un peu notaire comment? Oui, de province. Notaire de province. Vous avez remarqué que dans l'expression, le notaire est toujours de province. Toujours. Il n'est jamais de Paris, le notaire. Donc, écoutons M. Léaumont avec son joli 3 pièces. Il peut arriver, et je le regrette, dans mon groupe comme dans tous les groupes, qu'il y ait des manifestations, soit de menaces, soit de violences. Donc vous me trouverez toujours sur ce chemin. Vous avez évoqué, chers collègues, la question de la tension du type de débat, d'une niche comme celle-là. Il faut aussi mesurer ce que c'est que la tension de recevoir du harcèlement, y compris à domicile, des coups de téléphone. Quand on vous menace, je comprends l'énervement qui est le vôtre quand vous êtes vous-même victime de ce type de choses. Donc on essaie de se comprendre réciproquement. Ça n'empêchera pas que le député en question puisse s'en expliquer auprès de ses collègues. En tout cas, vous pouvez compter sur notre groupe comme sur chacun des groupes qui sont à l'Assemblée pour veiller à faire en sorte que les débats pendant la séance et tout aussi important à l'extérieur de la séance, une fois que les séances sont suspendues, puissent se passer dans les bonnes conditions, c'est-à-dire des conditions de débat et de respect mutuel et d'abord physique. Ce qui s'est passé tout à l'heure dans l'Assemblée nationale est extrêmement choquant. L'un de vos collègues, en effet, a menacé d'abord notre collègue socialiste. Puis, alors que je lui demandais de quitter l'hémicycle, est venu me menacer. Et heureusement, Monsieur Fesneau, effectivement, que vous étiez là pour retenir le collègue de votre groupe, mais aussi, et je les remercie, que les huissiers sont intervenus pour le faire reculer. Parce que sinon, je ne suis pas sûr du fait qu'à la fin de la soirée, je ne me serais pas pris une baigne. Mais voyez-vous, Monsieur Fesneau, plutôt que d'essayer de ramener le calme, ce que j'essaye personnellement de faire, plutôt que d'essayer de ramener le calme, vous venez de nous dire que votre collègue était choqué du fait qu'il avait reçu des mails compte tenu de sa position de blocage sur le blocage qu'il est en train de faire ce soir, à cause des propos que vous tenez sans arrêt, en nous traitant d'antisémites, ce qui est faux, en nous traitant d'islamo-gauchistes, ce qui est faux, en nous traitant de complices du terrorisme, ce qui est faux. Nous recevons des menaces de mort, sur nos familles. Voilà ce qui se passe à cause de vous. Bon, Monsieur Léaumont, qu'il se calme, parce que tout le monde reçoit des menaces de mort. Non, mais c'est vrai, j'ai été sous protection il y a 2 mois, puis je suis pas le seul. Il y a l'année dernière pendant 2 mois. Donc qu'il se calme aussi, parce que ce que fait aussi la France Insoumise, c'est aussi de mettre des cibles sur les uns et les autres. Donc ça, cet argument de victimisation, voilà, il se trouve qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont un rôle public, journalistes, artistes, parfois, ils reçoivent tous des menaces de mort. Et que les députés assument leur position politique. Oui, quand on est une personnalité publique qui prend des positions politiques ou qui vote, on s'expose à des reproches des électeurs. Et c'est le principe de la démocratie. Moi, je trouve qu'il y a une espèce de fragilité là qui est mise en scène des députés. Ça a toujours été comme ça en démocratie. Bon, effectivement, avec les réseaux sociaux, c'est peut-être un peu plus violent, mais on coupe les réseaux sociaux. Dans ce cas-là, moi, ça m'arrive toute la journée de me faire insulter. Je salue Jean-François Copé qui est en train de nous écouter. J'aimerais bien l'interroger, mais je crois qu'en temps de parole, je n'ai pas le droit de faire un FaceTime, mais je vais lire ce qu'il me dit, puisqu'il dit « Je suis en train de regarder votre débat en direct
comme tous les jours, puisque je ne quitte pas votre antenne. Non, ça, il ne l'a pas dit. Je suis en train de regarder votre débat en direct, dit-il. Ce spectacle absolument lamentable à l'Assemblée se répète en fait tous les jours. Impossible de tenir comme ça jusqu'en 2027. À partir de février ou mars, il faudra clairement poser la question d'une présidentielle anticipée, comme je l'ai proposé, pour enchaîner ensuite sur une dissolution et une nouvelle majorité à l'Assemblée qui soit plus claire. On en reparle quand vous voulez, dit-il. Parce que ce que dit M. Copé, c'est qu'il faut remettre le calendrier à l'endroit. Oui. Donc, présidentielle, anticipée et dissolution. Parce qu'il dit, si il y a dissolution en juillet prochain et que la même Assemblée revient... C'est le pari qu'il fait, et là il y a discussion, parce qu'il n'est pas sûr que la même Assemblée revienne. À ce moment-là, on retrouve indéfiniment... Mais il n'est même pas sûr que, même s'il y a une présidentielle, et que, imaginons, Marine Le Pen gagne la présidentielle, il n'est même pas sûr qu'elle ait une majorité derrière l'Assemblée. Il pourrait y avoir exactement la même Assemblée. Les trois forces politiques, la tripartition de la vie politique française, elle est structurelle. S'il y a un nouveau président, il y a une Georges Fenech qui lit le journal officiel. La Ve République. Mais non, on a la Ve en 2022, il n'y avait pas de majorité. À chaque fois qu'il y a un président qui est élu, il y a une majorité. On lui donne sa majorité pour gouverner. Mais non, il n'y a pas eu en 2022. En 2022, ça n'a pas été le cas. Mais parce que c'était un renouvellement. Non. On est rentré dans une période. Majorité. Vous pensez vraiment, sérieusement, c'est faux, c'est un vieux logiciel. Si Marine Le Pen, par exemple, est élue, vous pensez que elle aura sa majorité? Oui. Moi, je ne crois pas. Déjà, ça a frôlé la dernière fois. S'il n'y avait pas eu. Mais s'il y avait pas eu des à partir de là, il y a une présidentielle anticipée. Ça n'a pas vraiment frôlé, si vous me permettez. Elle est arrivée troisième. Ça n'a pas vraiment frôlé, il y a 150 députés en moins. Elle en a 120 et il en faut 260. Il y a eu le Front républicain. Oui, mais bon, il y sera le Front républicain la prochaine fois, Georges Fenech. Rappelez-vous, on disait Bardella-Matignon. Oui, mais ce qu'on disait, Georges. Oui, mais cette violence, Rachel Kahn. Aujourd'hui, cette violence, je suis d'accord, elle est affligeante. Camus, un homme, ça s'empêche. Oui. Et par ailleurs, nos députés doivent être exemplaires. Oui. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est justement, il y a assez de tensions au sein de la société pour qu'ils ne montrent pas l'exemple et qu'ils portent le débat démocratique haut. Et je pense qu'André Valigny a raison, on supprime l'alcool à la buvette. Oui. Allez. Voilà. Ça, c'est le plus important. Alors, ils ne viendront plus. Comment ? Ils viendront plus. Certains ne viendront plus, oui. Certains viendront plus. Surtout qu'il y a du très bon vin. Il y a des très bons vins. C'est le Sénat. Des Marbuzet, des Aubryon, peut-être. Il y a du Aubryon, peut-être. À l'Assemblée. Non. Je vous dire, s'il y avait du Aubryon, vous savez combien ça coûte, le Aubryon ? Faut pas dire ça. Non. Attendez, c'est 800 € la bouteille. J'étais à Pessac avant-hier, donc je sais. Ah oui, mais j'ai l'impression qu'il y en a encore des traces. Cher Georges, parce que là, depuis le départ, vous êtes sur un bon rythme depuis 9h. J'ai l'impression que vous avez ramené des bouteilles avec vous. En lisant le journal officiel. C'est Noël. Bon, Manuel Bompard qui a pris la parole, écoutons-le. Il y a une vidéo qui vous montre les choses précisément. Ce qui s'est passé, c'est qu'un député... Vous étiez dans l'hémicycle. Un député du MoDem, soutien du gouvernement, a essayé de s'en prendre physiquement, d'abord à un député socialiste, et puis après à un député insoumis. Voilà ce qui s'est passé. Et cette violence physique s'est inscrite dans une journée qui a été marquée effectivement par la violence sociale. On a entendu des propos de la part de députés macronistes disant que quand on a 64 ans, on n'est pas fatigué, qu'on peut continuer à travailler. C'était une journée on a eu où était examinée votre proposition de loi pour l'abrogation de la réforme des retraites. On a eu des ricanements quand des députés de mon groupe évoquaient des exemples, des gens qu'ils avaient rencontrés, qui arrivent à 60 ans, à 62 ans, alors qu'ils sont fatigués, qu'ils sont malades et qu'ils ont envie de partir à la retraite. On a eu de la violence démocratique, antidémocratique, devrais-je dire, puisque alors qu'il y avait une majorité à l'Assemblée nationale pour abroger la réforme des retraites, on en a fait la démonstration hier. Il y a eu un vote que les macronistes ont essayé de supprimer le premier article de notre proposition de loi. Ils ont été très largement battus. Donc il y avait une majorité pour abroger la réforme des retraites et vous avez des députés macronistes qui ont tout fait pour empêcher le vote, qui ont multiplié les provocations, les incidents, jusqu'à cette tentative d'agression physique que vous avez pu voir sur ces images. C'est tout simplement scandaleux. Bon, je crois qu'on va rejoindre Thomas Hill dans une seconde, mais la retraite, je trouve que c'est un formidable cas démocratique. Pourquoi ? Parce que les Français ne veulent pas partir plus tôt à la retraite, et c'est une mauvaise chose pour la France. Donc il faut leur imposer peut-être de travailler plus, mais ils n'en veulent pas. Alors ça, les amis, joli cas démocratique. Je pense qu'on aurait pu faire, on l'avait dit plusieurs fois ici, faire la séparation entre les cadres et les non-cadres. Les non-cadres, ils peuvent partir plus tôt, et notamment 60 ans. Thomas Hill, qui est un cadre,